Mais ça va le Pensez faire, qu'en c'est pas Ça va grave. faire, pensez t'inquiète. qu'en Tant que le son Ethernet, est ça bon, sera c'est un mieux? podcast audio avant tout, hein. Ouais, ouais. Pensez qu'en Ethernet, ça sera mieux? Ah oui, mais le son est pas bon là. Je vais chercher un câble. Ouais, fais ça. Je vais chercher un câble, j'arrive. C'est parti. Et alors, dis-nous ce qu'on voit. Eh ben c'est la mer. Comme promis, je suis désolé, j'étais un peu en retard. Et voilà, la mer, la plage. C'est beau, je pense à vous les amis. Et donc, je remets parce que t'as mis 10 secondes. Et alors, tu nous dis que t'es en Normandie, tu nous dis où un peu Je plus suis ou en pas Normandie, je suis à Lyon-sur-Mer. Et je pense à vous sur la plage. Comme promis, et il fait beau. Voilà. Bon, enfin, il y a des nuages quand même, hein. Faut pas non plus. Bon. Mais enfin, voilà. La promesse est tenue. Et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur, je vous propose d'aller sur YouTube pour voir ces belles images. Mais alors, JC, il faut que tu nous dises avec quoi t'as capturé l'image en question. Et oui. Et ben en fait, je Et profite des alors, vacances pour tester des choses. et donc, j'ai un autre petit bout de vidéo à montrer. T'es prêt, François? J'ai un peu peur là. J'ai une idée, mais j'ai un peu peur. J'ai suivi les conseils de François et j'ai acheté un truc cher qui va rester dans un tiroir. En attendant, je pratique le télétravail. Ah, j'étais sûr. Voilà. Je suis jaloux. Et donc, De- il est en train, pour ceux qui de nouveau n'ont pas eu la chance d'avoir la couleur, JC est en train de chausser son Apple Vision Pro. C'était ça la surprise. Je sais pas si c'est le cas, mais il est allé aux États-Unis. Je sais pas si t'es allé exprès pour le chercher quand même. Alors non, en fait, je l'ai pris juste avant, justement pour l'utiliser dans l'avion. Et, Ouais. et alors, c'était une catastrophe parce que... Non, Ah non, mais, bon? non, mais alors, c'est vachement intéressant. C'est le Vision Pro, en fait, il y a une courbe d'apprentissage qui est assez démente. Ouais. J'ai mis une semaine à le maîtriser, Hmm. notamment, alors c'est pas la faute d'Apple, pas complètement la faute d'Apple. Il y a donc je porte des lunettes comme ceux qui ont la couleur, comme dit Fabrice le savent. Hmm. Et en fait, tu peux acheter des lentilles Vision Pro correctrices. Sauf que, soi-disant, Zeiss les fait, Zeiss, le verrier bien connu, les fait à la demande, sur ordonnance. Donc j'avais une ordonnance, j'avais tout bien et tout. Et, et après, bah, Zeiss te l'envoie. Et Zeiss me les a envoyés en théorie le jour de mon départ aux États-Unis, donc je les avais pas. La blague, c'est que on est maintenant 3 semaines après mon départ aux États-Unis et je les ai toujours pas reçus. Voilà, D'accord. donc c'est le process d'Apple est complètement déconnant. Alors, vous allez me dire, mais t'étais aux États-Unis, pourquoi t'as pas pris tes verres aux États-Unis? Eh ben, j'ai essayé, mais aux États-Unis, ils acceptent pas une ordonnance française. Donc j'ai Ah. commandé des verres que j'ai jamais reçus non plus aux États-Unis. Voilà. Donc ça c'est D'accord. le mystère des verres Zeiss. La bonne nouvelle, c'est comme j'ai des lunettes pas très grandes, elles rentrent dans À le Vision Pro. l'intérieur. Je vous montre. Ouais. C'est pas fait pour, hein, mais ça marche. Il a juste pété l'écran interne, mais bon, c'est pas Voilà. grave. Non, Ah. ça marche nickel. Ouais. Le truc, c'est que ça ne fait pas un truc qui est quand même très utile dans le Vision Pro. Ça ne fait pas le suivi des yeux parce que les lunettes Ah bah bloquent. du coup, ah oui, oui, oui. Ah, j'avais pas pensé à ce détail. C'est intéressant. Voilà. Et c'est pour ça que ça m'a pris Donc une là, pour semaine. décrire un peu l'image, je rappelle, JC, il a mis le Vision Pro sur la tête, il nous fait une démo, et alors, donc nous, on voit un gros masque de ski, là, comme vous savez, et on sait pas ce qu'il fait, sinon. Et alors, ce que je fais, c'est avec donc il y a plein de trucs pas mal pour les gens qui ont des handicaps, hein. Ouais. Notamment, on peut imaginer que c'est compliqué pour certains, justement, de pointer avec les yeux. Ouais. Et Apple, dans sa grande sagesse, s'est souvenu de Steve Jobs qui dit on a le dispositif de pointage ultime, on en a même 10, on a Ouais. des doigts. Ouais. Et donc là, ça doit faire marrer tout le monde sur YouTube. Vous voyez mon doigt qui bouge, Ouais.
Et mon Bah, ça doigt, nous fait c'est marrer nous déjà, hein. et mon, et mon doigt, c'est le pointeur. Oh, c'est beau la Et technique là, moderne. avec l'autre main, je clique. Oh, c'est Voilà. formidable. Donc vous imaginez dans l'avion ce qu'on a l'air marrant. Et donc j'ai eu Ouais. le vol pour Seattle dure 10 heures. Et donc j'ai eu plein de questions du personnel Ouais. navigant, des gens autour de moi. Mais alors c'est quoi? Mais comment ça marche? Voilà, parce qu'évidemment, les gens autour de toi te voient faire ça et disent que Ah bah oui. fait-il? Faut Voilà. sortir de la Et, caverne quand même, on en a douté un peu quand c'est sorti le Vision et, Pro. et par exemple, tu peux cliquer avec le doigt et donc tu fais ça, donc t'as l'air. Voilà. Tu pointes du doigt. Et alors, Vous du coup, voyez sur comme YouTube à quel point t'as il n'y a l'air pas de ridicule. raison qu'il y ait que toi qui ait l'air con, je vais aussi te Ah, montrer les lunettes connectées que moi j'ai testées pour comment ça marche. C'est pas la même chose, mais voilà, les lunettes de sport qui permettent de prendre des photos et des vidéos, qui sont un peu grandes en tout cas pour ma tête, je trouve. Et donc là, moi j'ai chaussé des lunettes aussi. Alors vous pouvez aller lire le test sur comment ça marche. J'ai pas donné beaucoup une belle note, hein, c'est quand même pas terrible. Mais j'y pensais parce que elles sont quand même adaptées à ma vue et donc j'ai pris des verres adaptés à ma vue et je serais curieux de comparer le prix des verres adaptés à ta vue par rapport à ceux que j'ai mis moi là-dedans. 160 €. Et moi, S'il me livre un jour. alors voilà. Et moi j'ai eu ma correction pour 30 €. La bonne Mais c'est pas du nouvelle, Zeiss, hein, j'entends. Allez, je les enlève hein, parce que c'est quand même bon, ça suffit. la bonne nouvelle, c'est que j'ai expliqué à Apple que j'avais toujours pas reçu mes verres et que donc je pouvais pas tester le Vision Pro dans des conditions optimales. Ouais. Et donc le délai de 15 jours de rétractation court encore. Donc pour l'instant, je joue avec mon Vision Pro avec mes lunettes puisque j'ai pas les Zeiss. Et alors, pour répondre à François, il faut sortir de la caverne, oui. Mais moi, ça fait un moment que je voulais tester les Vision Pro parce que justement, tout le monde en a dit du mal. Et donc, je voulais voir un peu. J'avoue honnêtement que le prix est le plus gros frein. Notamment parce que, et là, c'est assez fou parce que justement, avec les lunettes, vous voyez pas mes fameux yeux, là, le fameux eyesight. Ouais. Ça ne marche pas. Et c'est ça qui coûte une fortune parce pour rappeler à nos amis, là, en fait, c'est un écran qui doit afficher vos yeux parce que, bouh, quand c'est isolant, le Vision Pro voit Bah pas oui. vos yeux, c'est nul. Du Exactement. coup, ça coûte une blinde parce qu'en plus, c'est un écran flexible, machin. Ça marche pas, c'est moche. On voit pas vos yeux, on voit une espèce de bouillie de pixels, ça n'a aucun intérêt. Quand on pense que le Vision Pro coûte 4000 € et que, a priori, une partie du prix, c'est sur ce truc totalement inutile, c'est un scandale. Parce que le Vision Pro, notamment, comme écran externe, est une tuerie. Le Vision Pro en écran étendu qui fait en fait toute la largeur en comment on appelle ça, en arrondi, en incurvé. C'est fantastique pour travailler. Je passe mes journées de travail avec le Vision Pro sans aucune fatigue, avec mes lunettes. Ah. Et ce qui est fantastique, notamment, on a parlé l'autre jour de l'iPad et du Mac, et du fait que moi je rêve d'avoir le Mac dans mon écran d'iPad. Apple, sur le Vision Pro, a appris de ses erreurs, a appris de son côté borné, vous autorise d'abord à utiliser le Vision Pro comme écran de miroir, comme mirroring, et donc vous permet d'avoir totalement l'environnement Mac dans le Vision Pro, mais ne vous oblige pas à choisir Vision Pro ou Mac. Vous avez, alors je peux pas vous le montrer malheureusement, mais vous avez dans le cylindre le Mac, et vous avez au-dessus, par exemple, moi j'aime bien avoir un écran quand je travaille. C'est mon côté comment on appelle ça, TDAH. Et donc j'ai une fenêtre Vision Pro au-dessus avec une petite série qui tourne, ou Apple Music, ou le web si je veux vérifier autre chose quand je travaille sur le Mac. Je peux avoir Safari dans le Mac et Safari dans le Vision Pro. Vous pouvez avoir ça à l'envie. Vous pouvez multiplier les fenêtres, les déplacer. Je les déplace avec mon doigt, hop, comme ça. Et j'ai toutes les fenêtres qui peuvent coexister sans me gêner. Ce mélange des environnements
qui fonctionne parfaitement, et vraiment un plus. Clairement, à 4000 €, jamais. C'est pas possible que ça coûte aussi cher. On en trouve d'occasion, et moi je suis vraiment en train de me poser la question. Parce que si le prix baissait, c'est vraiment un outil fantastique pour la consommation de vidéos, pour l'écran externe. Le clavier, quand on a un peu l'habitude, c'est assez fantastique. Là, par exemple, je tape mon email et un mot de passe. Et là, en fait, j'ai le clavier là et je tape. Et ça, tu trouves ça pratique? C'est suffisamment réactif ou... C'est réactif. Ouais. Et par exemple, le Vision Pro a un truc intéressant, c'est une tolérance. Le Vision Pro voit que vous avez du mal. Et donc, par exemple, vous avez vu tout à l'heure, je faisais en gros ça et je cliquais comme ça. Ouais. Et puis, parfois, vous avez du mal. Par exemple, mon mot de passe, c'est 5 fois le même chiffre parce que j'en ai marre, quoi. Et le Vision Pro, à un moment, on dit, bon, ok. Et c'est quel chiffre? Alors, je trouve que c'est le non, on 2. est entre nous, hein, tu peux nous le dire. Viens me voler mon Vision Pro chez moi, il y a pas de problème. Et à un moment, le Vision Pro dit, essayez de taper juste sur le clavier. Et donc, il le fait pas tout de suite parce que c'est un peu plus compliqué, mais après, tu peux faire ça. Paf, 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 paf. Comme ça. Pour ceux qui n'ont pas la couleur, je tape le clavier avec mon doigt comme si je tapais sur un clavier physique. Ça marche super bien. Voilà. Il y a aussi, vous voyez pas, mais il y a aussi ce qu'on utilise. Alors, on a la chance, nous, de pas en avoir besoin. Ça existe sur les iPads et sur les Mac. Il y a ce qu'on appelle VoiceOver. Et là, avec le Vision Pro, ça marche très bien. Je peux lui dire, alors, il est configuré en anglais parce que Siri est en anglais. Je peux lui dire tap to. Et là, il va taper 2. Je peux lui dire. On a un indice. En fait, François note. tout ce que je vois à l'écran, je peux lui dire tap. Et donc, il va taper ce que je vois. Donc, c'est aussi ce que je voulais dire. Ah, c'était toi? Parce que je l'ai pas vu beaucoup mentionner. Et qu'on n'a pas beaucoup l'occasion d'en parler. Apple, comme souvent, fait un boulot de dingue sur les personnes avec handicap, sur les personnes avec déficience. Et le Vision Pro fait pas exception. Et là encore, je ne le savais pas, c'est pour ça que ça m'a pris un peu de temps. Mais en gros, si vous dites je n'arrive pas à regarder au bon endroit, le Vision Pro a une solution. Si vous dites je n'arrive pas à regarder, si vous êtes aveugle, le Vision Pro se contrôle parfaitement à la voix et vous dit ce qu'il voit. Alors voilà, les gens, t'as un Vision Pro, tu regardes pas. Bah c'est pas vrai en fait. On peut se servir du Vision Pro de manière extrêmement efficace et extrêmement intéressante. MacG cette semaine a encore sorti le Vision Pro a du succès avec les chirurgiens. Ben ouais, il y a plein de situations de niche pour lesquelles le Vision Pro est super efficace. Et moi j'ai trouvé les miennes. Et vraiment, on lit ici ou là que le Vision, puisqu'on disait beaucoup que le Vision Pro était le haut du panier et que il y aurait peut-être un Vision avec moins de fonctions, notamment pas ce truc iSight qui sert à rien. Et c'est là où quand tu dis que Tim Cook était pas un mec de produit, et quand on dit, ça fera une transition sur peut-être ce dont on va parler un peu plus tard, que Ternus était pas fan du Vision Pro et plus un autre produit, c'est ça qui manque. Le Vision Pro fait trop pour trop de gens, a pas du tout eu un resserrage de non. Vous vous souvenez, il l'avait repris dans une WDC il y a des années. J'étais encore à SF, donc il y a un bail, et c'était les petites vidéos sympas au début de la WDC, plein de noms pour un oui, et c'était des petits points qui disparaissaient pour tous les noms. Ça annonçait, en fait, on le savait pas. Le nom NON, c'est assez drôle, bien clair pour tout le monde. Hein. On dit non à quelque chose, on refuse quelque chose. On dit plein de noms. Ouais. On dit non à plein de choses pour arriver au bon oui. Ce qui est assez marrant, c'est que c'était donc il y a 10 ans. Et en fait,
je peux vous le dire maintenant, spoiler, euh, le, le, le calibrage du Vision Pro, c'est exactement ces points-là. C'est super Ah. rigolo. Ça me revient maintenant. C'est dans cette vidéo-là, on avait tous les noms en nuage de points Ouais. qui disparaissaient les uns après les autres pour faire un oui. Et en fait, cette vidéo-là, très longtemps après, c'est la vidéo pour calibrer votre Vision Pro. Bref, je reviens à mes moutons. Ils ont pas su dire non à l'eyesight, non à on va voir les yeux, non à le suivi des yeux. Ça marche pas pour tout le monde. Alors que le pointage du doigt, ils sont super forts. Voilà. Plein de choses comme ça qui, moi, me font rêver sur un Vision qui va abandonner des choses pour être vraiment, on affiche, avec vos yeux ou pas, le contenu, on fait coexister le Mac avec le meilleur des applications iOS. Il y a une vraie promesse là-dedans qui fonctionne. J'espère qu'ils vont pas s'arrêter en si bon chemin. C'est intéressant comme retour après quelques temps après la sortie, parce que t'es donc pas le premier à l'essayer, mais t'as un enthousiasme que j'ai rarement entendu quand même. Ce dont tu parles à propos de l'utilisation en chirurgie, enfin en opération, c'est on a eu chacun tous les trois, je crois, eu on a déjà parlé avec Florent Morin, qui est un développeur et qui a misé son activité dessus, quoi. La boîte qu'il a créée autour de ça, le nom m'échappe malheureusement, mais Florent Morin, allez chercher. Il a vraiment misé là-dessus. Il a développé des choses qui sont utilisées en salle d'opération avec succès, parce que justement, ce casque de réalité mixte a suffisamment de qualité et de précision dans ce qu'il montre et dans ce qu'il capte pour le faire. Donc pour l'instant, ça reste un usage de niche, notamment à cause du prix, parce que le prix, tu l'as répété plusieurs fois déjà, c'est évidemment pas quelque chose qui est grand public, mais ça reste quelque chose d'intéressant. Donc je trouve que ton analyse est vraiment intéressante sur le côté, ils ont pas suffisamment refusé de fonctions et il faut qu'ils élaguent pour arriver à la substantifique moelle, et je trouve ça vraiment intéressant. Je suis allé récupérer le nom de la boîte, c'est Clear. Je vais le prononcer. Je suis très mauvais en anglais. Clear Surgery. Yes, c'est ça. Donc la boîte est basée à Lyon. Ils sont 3 investisseurs. Effectivement, vous pouvez les regarder sur le site internet. Et visiblement, voilà, il y a pas mal d'infos. Il y a des explications. Enfin, c'est plutôt bien fichu. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site internet. Je fais une incise d'une seconde pour dire que c'est assez drôle. Apple est très fort pour ça. On dit tous que, et moi le premier, que l'écran 27 pouces qui viennent de sortir là est une grosse blague. Le XDR. Tu vas faire du mal à François, c'est pas gentil. Non mais moi j'ai l'ancien modèle, tu sais, c'est pas grave. Non, mais pour le coup, l'ancien modèle pouvait justifier. Moi, je préfère une plus grande diagonale. Je lorgne sur un 32 6K qu'ils ont justement abandonné. Garde ton Vision Pro, sinon. Pour faire un autre 27 pouces qui est XDR à un prix, j'ai même plus le prix en tête, mais c'est monstrueux. Sauf que en fait, il est étalonné pour la radiologie. Ouais. Et il coûte 3500, genre 5 fois moins. Un tiers, c'est un tiers ou un cinquième de ce prix-là. Et donc c'est assez marrant. Il y a un vertical, comme on dit en mauvais anglais, entre Apple et les professions médicales à haute à haute qualité. Et donc en effet, dans une salle d'opération, 4000 € pour un Vision Pro, on s'en fiche. Et pour analyser des radios, avoir juste un cinéma display 27 XDR, quand c'est pas juste pour remplacer un no name à 600 € sur Amazon, oui, ça, le prix s'oublie, comme on dit. La qualité reste. Grande phrase des tontons flingueurs. Vous pouvez aller chercher la référence aussi pour les plus jeunes d'entre vous. C'est ça. On va continuer à parler matériel, du coup, parce qu'on voulait aussi aborder autre chose. Alors, un peu plus abordable. Au moment où on enregistre... alors, pas tout, effectivement. On enregistre ça le 12 août.
Et on commence à penser à la rentrée scolaire et on s'est dit, tiens, quelle machine pour les étudiants, ce qui permet de parler un peu d'achat globalement, mais notamment pour les étudiants et que choisir. Avant de lancer le truc, j'avais quelques propos liminaires pour lancer le débat parce que je me disais que j'ai réfléchi au truc. Il y a quelque chose qui me tient à cœur, vous me direz ce que vous en pensez, qui est que je trouve qu'on est arrivé aujourd'hui en 2026 et même avant, au fait que la moindre machine d'entrée de gamme suffit pour quasiment tout le monde. Et c'est vrai que je commence à en avoir assez du discours qui est de dire alors dans le monde, pour rester dans le monde Mac, le MacBook Pro, bah oui, c'est important pour ceux qui font de la vidéo, de la 3D, et sinon pour les besoins standards, le MacBook Air pour faire du web et du traitement de texte et aller regarder ses mails et y répondre. Et je trouve que ce discours n'a plus de sens, de moins en moins, parce que rappelons que le MacBook Air M1, que moi, vous savez, j'utilise encore comme seconde machine, est plus puissant que les plus puissants des processeurs, des Mac à processeur Intel Core i7, machin chose, dont on disait qu'ils étaient justement réservés aux gros utilisateurs de vidéo et de 3D. Voilà. Donc, il reste ça, et pendant ce que vous entendez, c'est donc JC qui prend des notes sur ce que je dis, comme pendant le premier épisode, c'est formidable, il est gentil avec Mais moi. alors j'ai honte parce que j'avais appuyé sur le bouton mute du micro qui donc ne marche pas Non. et qui m'affiche Moi, je t'écoute, comme JC. étant en Moi, mute. je t'écoute, Fabrice. C'est ça qu'il faut. Si, je t'écoute et je vais abonder dans 2 minutes. Et tu prends Mais des donc notes, le bouton mute du micro ne marche pas. Je suis navré, les amis. c'est Plutôt que d'acheter un Vision Pro, t'aurais dû acheter un nouveau Mac plutôt que de rester avec ton vieil iMac de 2014, 15, je sais plus la date. Mais justement, je vais revenir sur ce que dit Fabrice. Et donc, c'est juste un truc. Pour aider au choix aussi, je pense que ça, c'est un critère. Peut-être que un des éléments qui peut changer ça, c'est l'IA. C'est-à-dire, il y a d'abord des outils d'IA qu'on fait tourner en local, genre OpenFlow, genre Hermès, qui sont ou par choix justement de vouloir faire tourner des modèles en local pour éviter d'aller sur le web pour ça. Mais je pense que là encore, ça touche un nombre de gens très restreint. Parce que même avec une machine d'il y a 6 ans, quand on utilise un chatbot, on va sur le web. Donc en fait, on n'utilise quasiment pas la puissance de l'ordi, avec comme exception aussi Siri AI, qu'on a évoqué la dernière fois. Apple veut faire en sorte d'utiliser le plus possible des ressources locales, ce qui fait que, par exemple, que si on veut ça sur son iPhone, il faut un 15 Pro minimum. Bon, c'est comme ça, mais que quand même, petit à petit, les machines évoluent et y compris les entrées de gamme permettront d'utiliser ça. Moi, c'est la réflexion que j'ai eue quand on a commencé à penser à ce sujet sur que choisir. Et une de mes réponses, pour moi, c'est surtout le moins cher parce que c'est très bien. Y compris le MacBook Neo, on y reviendra sûrement tout à l'heure. Mais du coup, François, tu étais très en pointe sur le sujet parce que toi, tu travailles avec des étudiants, etc. Et donc, justement, tu as sûrement des conseils à leur donner et des réflexions parce que t'en as vu faire des choix peut-être pas toujours adéquats. Ouais, non, déjà, première chose pour abonder dans ce que tu évoques tout de suite, je pense certains ont gardé les vieilles habitudes d'il y a effectivement entre, allez, on va dire 7-8 ans, avant les Mac à processeur Apple Silicon. C'est vrai que moi, j'étais le premier toujours à conseiller, éviter de prendre l'entrée de gamme. Généralement, le processeur est moins rapide, généralement, ça manque de RAM, etc. Le disque dur est un peu plus petit aussi. Alors, on voit aussi qu'il y a une politique d'Apple depuis, allez, on va dire, je pense 2 versions de MacBook Air, de passer à des disques durs de 512 Go en moyenne, sur le MacBook Air dès l'entrée de gamme. Et je pense que déjà avec 512 Go de SSD, on a de quoi parvenir. Clairement, je suis d'accord avec toi. Et il y a un vieux discours aussi que j'ai entendu, j'ai débattu avec une étudiante l'année dernière. On parlait justement des Mac et elle me disait: «Bah, de toute façon, nous en com», parce qu'il y a une grosse filière en communication, donc c'est des gens qui vont faire du graphisme, chargé de com, attaché de presse. En com, de toute façon, il faut un MacBook Pro parce que le MacBook Air est pas suffisant, quoi. Et je pense que je lui dis: «Bah non, quoi». «Ouais, mais c'est toujours ce qu'on m'a dit», et cetera. Je dis: «Oui, c'est ce qu'on t'a dit, mais c'est plus la réalité aujourd'hui». Allez, on va dire 95 des cas minimum, en fait, un MacBook Air fait clairement le job, voire même, en fait, un MacBook Neo fait le job. Et ça a été pour moi
une belle surprise. J'avais pris, voilà, c'est très mauvais pour l'écologie, mais vous me connaissez, je peux pas m'empêcher de prendre des machines pour tester. Quand le MacBook Neo est sorti, j'avais pris un petit MacBook Neo, alors le haut de gamme, hein, donc on rappellera la différence entre le MacBook Neo d'entrée de gamme et haut de gamme. C'est 2 choses, enfin 3 choses si on compte le prix. Donc il y a en gros une centaine d'euros d'écart entre les deux. C'est que sur le MacBook Neo haut de gamme, vous avez le Touch ID, donc pour déverrouiller le Mac, et ça, je pense quand même, enfin, sauf si vous avez une Apple Watch, mais je pense que c'est quelque chose qui est quand même hyper intéressant, et le SSD qui passe de 256 à 512 Go. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour, on va dire, le public lambda, clairement, pour moi, le MacBook Neo suffit amplement, quoi. C'est une machine qui a un processeur d'iPhone, c'est un 18 Pro. Un A18 Pro, ouais. 18, ouais. Qui a un processeur qui tournait sur l'iPhone, et honnêtement, sur les iPhone Pro, qui fait clairement le job. On voit que le système a été quand même super optimisé. Tous les tests qu'on a pu lire, moi, les tests que j'ai pu effectuer, même sur du logiciel un peu poussé comme Adobe Lightroom sur la partie photo. Alors effectivement, moi j'ai un vieux Mac, je mets des gros guillemets, un Mac M1 Max, donc, mais qui commence quand même malgré tout à avoir, il va avoir 5 ans ou 4 ans, j'ai plus la date d'achat en tête, reste plus puissant quand même, mais j'ai envie de dire, côté rassurant quand même, c'est une machine qui valait quasiment 4000 balles à l'achat il y a 4 ans, mais pour un usage, on va dire assez basique, ça fait clairement le job. Donc moi, le conseil aujourd'hui, pour une personne qui veut vraiment un ordinateur polyvalent, léger, plutôt sympa, et en plus je trouve que les couleurs ont un petit côté punchy qui est bien, moi clairement le MacBook Neo fait le job surtout qu'on rappellera, et puis après je passerai la main à JC pour ne pas monopoliser la parole, on rappellera quand on est étudiant, on peut bénéficier de l'accès à l'Apple Store Éducation. Donc sachant qu'aujourd'hui, en plus, alors selon comment vous y accédez, des fois il n'y a même pas besoin de fournir une carte étudiante. Le commun des mortels est quasiment commandé via ça, faut pas trop le dire, mais c'est pas grave. C'est une remise en gros sur le MacBook Neo qui est de 100 euros. Donc c'est vrai que le MacBook Neo était un ordinateur qui était hyper intéressant, parce qu'en gros vous touchez le MacBook de haut de gamme, le MacBook Neo haut de gamme pour 699 euros il y a 2 mois. Mais du coup il y a eu l'inflation, la fameuse augmentation des prix, donc on est passé à 799. Mais voilà, clairement, si vous êtes étudiant, regardez de ce côté-là. Même si aujourd'hui, régulièrement, et on y reviendra, je pense, à chaque fois qu'on évoquera les différents modèles, il y a des promos sur Amazon, et en fait, des fois, c'est encore moins cher sur Amazon. Typiquement, on voyait, alors toi, tu as ressorti un tarif MacBook Neo à 719 euros en ce moment, mais les tarifs sur Amazon fluctuent énormément, mais c'est vrai qu'on peut avoir des très bonnes promos sur Amazon, donc ça peut valoir le coup de regarder de ce côté-là. Je suis très content, pardon, j'interviens une seconde, qu'on commence par le MacBook Neo, parce que je pense que c'est une réponse quasi universelle pour tout le monde, et notamment, il y a pas longtemps, Quinn Nelson, qui fait la chaîne YouTube Snazzy Labs, il a fait justement ça, il a acheté tous les produits d'entrée de gamme pour voir comment c'était, etc. Donc un MacBook Neo, l'Apple Watch SE 3, je crois maintenant, l'iPad d'entrée de gamme, et puis je ne sais plus quoi d'autre, et l'iPhone 17e. Et ce qui est la première conclusion qu'il a eue, c'est que le MacBook Neo, mais c'est dingue, je pensais faire ce test-là pendant 1 mois, voilà, ça fait 2 mois, je continue à l'utiliser. Les autres produits, c'est pas aussi clair que ça, sauf peut-être pour l'Apple Watch, mais il continue à l'utiliser, et c'est un gars qui fait de l'IA, qui fait des vidéos, qui fait ceci, cela et machin. Donc j'ai trouvé ça extrêmement caractéristique sur la qualité du MacBook Neo. JC. Alors, vous me connaissez, hein, j'ai des bémols, parce que sinon c'est pas drôle. Non, mais exactement, sinon c'est pas drôle, je suis d'accord. On rappellera que le mec vient d'acheter un Vision Pro, hein, donc. Exactement. Non, mais je suis comme toi. C'était quoi la pub pour c'était une Renault 5, pas assez cher, mon fils? Non, mais je suis comme François à l'écologie, ça. Je vous ai bien dit que c'était un test et que j'allais le rendre. Clairement, j'ai pas 4000 euros à mettre dans un Vision Pro. Soyons clairs. Mais justement, 2 points qui me semblent importants. Le premier, pour complètement abonder dans le sens de François, je crois que je l'avais mentionné lors du premier épisode, mais pour y revenir, j'ai un nouveau MacBook Air parce que j'ai bénéficié d'une super promo et à mon avis d'une erreur d'un site e-commerce bien connu. Mais quand j'avais fait le test MacBook Air M5 face à mon MacBook Air M2, j'avais vu aucune différence. Et donc je suis clairement aujourd'hui tous ceux qui ont des références, je dirais anciennes de Mac Intel, c'est les Apple Silicon aujourd'hui sont des tueries avec
une vraie différence. Et c'est là où moi le Neo qui est extraordinaire, on s'entend, hein, et je le conseille à plein de gens. Et j'ai un copain qui travaille uniquement dans Chrome et qui m'a dit j'ai besoin d'aller sur le web, qu'est-ce que tu penses de moi? Je dis fonce. C'est une évidence, et c'est très, et mon petit cœur de fan d'Apple se réjouit à chaque fois que je lis un article quand le testeur en chef de The Verge s'est mis en tête de trouver un PC d'entrée de gamme, et il ne trouve pas. C'est une catastrophe. À prix égal, ça n'existe pas. C'est-à-dire et il faut arrêter, nous les entre guillemets spécialistes, de parler de processeurs d'iPhone, parce que ça fait peur aux gens. Parce que l'iPhone, c'est un truc qui tient dans ta poche. Et donc, ça ne peut pas marcher aussi bien parce que ça tient dans ta poche. C'est des conceptions psychologiques. On s'en fout, à la limite, que ce soit un processeur d'iPhone. Ça, c'est Apple qui fait des économies où ils peuvent. C'est un ordinateur qui fonctionne super bien. Mais, et spécifiquement aujourd'hui, avec François, ce que tu as appelé l'inflation, et je pense que c'est un peu une erreur. Parce que l'inflation, les gens pensent que c'est un phénomène économique qui fluctue. C'est pas le cas du tout. On est sur cette pénurie de composants liés à l'IA, qui est incontrôlable par les phénomènes économiques classiques, qui va durer pour les années à venir. Et aujourd'hui, malheureusement, le choix d'Apple d'empêcher, pour des raisons techniques évidentes, et c'est pas qu'Apple est radin, c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'Apple Silicon fonctionne bien, qu'Apple contrôle la RAM et fusionne la RAM avec le processeur. Donc c'est pas juste Apple est pas gentil, il m'empêche de changer ma RAM. Ils ne peuvent pas. Si la RAM était changeable, le Mac irait moins vite. En revanche, ça veut dire que aujourd'hui, acheter un Mac avec 8 Go de RAM, c'est un problème pour les années à venir, et que pour moi, c'est le gros problème du MacBook Neo, c'est que le MacBook Neo, il est super maintenant, je suis pas sûr qu'il soit aussi super dans 3 ans. Et je dis pas dans 5 ou 10 ans, je dis dans 3 ans. Parce que on sait de toute éternité, et c'est toujours vrai avec les Mac Silicon, que la RAM, c'est le problème des Mac. C'est pas le problème du Mac de l'année en cours, ça sera le problème du Mac dans 3 ou 4 ans, on le sait, parce que l'OS prendra plus de RAM, c'est la tendance, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est pas pour rien que les iPads, notamment, le seul intérêt d'un iPad 1 Tera, c'est que on vous le dit pas, mais il a 16 Go de RAM au lieu de 8. Voilà. Donc c'est pour moi un souci du Neo, et c'est pour ça, par ailleurs, je pense que j'étais si à l'aise avec mon MacBook Air M2 par rapport au M5, c'est qu'il était 16 Go 1 Tera. Et que, pour revenir à ce qu'on disait sur qu'est-ce qu'on conseillerait à un étudiant, moi aujourd'hui, évidemment le MacBook Neo est super si on sait qu'on fait du traitement de texte ou du web, ou, comme tu le disais très bien Fabrice, de l'IA déportée. Parce que même si Electron, même si Claude par exemple, et maintenant ChatGPT, tourne sous ce qu'on appelle Electron, qui est en fait une surcouche qui permet de développer une fois pour le web, les PC, les Mac, parce qu'Electron ça fait tourner la même chose, mais Electron ça bouffe de la RAM. Et donc on sait, et beaucoup. Et donc on sait que quand on fait tourner ChatGPT, si vous regardez dans le moniteur d'activité, votre RAM, elle est très utilisée. Donc, pour avoir un Mac qui dure à prix raisonnable, moi vraiment aujourd'hui, je conseille d'aller voir sur le marché de l'éducation. Parce que on a des M2 qui tournent très bien, des MX Max comme celui de François, qui vont être moins chers parce qu'aujourd'hui il y a mieux pour les vrais power users qui ont besoin vraiment d'un gros Mac, et c'est pas le cas de ton étudiante, mais un max d'occasion, vraiment ça se regarde, pour de la RAM, parce que ça on pourra pas le changer après. Voilà, Alors je rebondis là-dessus parce c'est mon qu'effectivement tu bémol. as dit tout à l'heure le mot éducation, et puis tu as corrigé en parlant d'occasion. Je pense qu'effectivement c'est l'occasion. Le marché de l'occasion est intéressant. J'en profite pour faire un petit coucou à Matt, prof du web, notre camarade, parce que je pense que ce que tu viens de dire est du miel pour ses oreilles.
parce que c'est pas un grand défenseur du MacBook Neo pour les raisons que tu as indiquées, justement que 8 Go de RAM c'est pas suffisant à terme. Je suis un peu, j'hésite un peu parce que tu Il y viens a aussi de dire justement si on utilise ChatGPT ou les autres dans leurs applications ou dans le navigateur web, on n'a même pas forcément besoin de l'application et donc du coup on est bon en RAM pour longtemps en fait. Et ensuite pour tout ce qui est IA local peut-être avec Siri AI, bah, le temps que ça arrive et que ce soit vraiment utilisé, peut-être qu'il sera temps de changer de machine. Bon là je vais un peu plus loin. Et j'espère bien que le prochain MacBook Neo, lui, il aura 12 Go parce il utilisera la 19 Pro. Et donc, il aura les 12 Go qui sont dans les iPhones actuels avec la 19 Pro. Et ce sera encore mieux. Mais pour les étudiants qui ont besoin d'une machine maintenant pour la rentrée qui vient, eh ben, c'est toujours pareil. On peut toujours attendre pour avoir une meilleure machine. C'est toujours la même chose. François. Ouais, et puis ouais, je voulais juste rajouter un petit truc dans tous les tests qu'on avait pu lire à la sortie du MacBook Neo, justement, le fait que ce soit des puces Apple Silicon, ça avait bien démontré qu'en fait, le swap se faisait hyper rapidement entre la mémoire vive et le SSD. Et donc, du coup, dès qu'il y avait des tâches un peu gourmandes, le système arrivait vachement à optimiser et en gros à répartir. Et le fait que justement le SSD et la RAM soient vraiment sont collés au processeur d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, et ben ça permet justement que cette lacune en RAM, en fait, elle était en partie couverte par le SSD. Mais je te rejoins, hein, clairement, si un étudiant vient me voir et me dit j'ai un budget de 1200 €, clairement, je lui dirais va du côté du MacBook Air. Par contre, s'il me dit qu'il est à 700-800 €, moi, voilà, sur le marché de l'occasion, j'ai toujours, voilà, faut être sûr de la provenance de la machine, quoi. Moi, c'est vraiment ça qui me bloque sur le reconditionné. Parce que combien de fois j'ai eu des échos de boîtes, je vais taire les noms parce que sinon je vais avoir des problèmes après, mais voilà, des sites assez connus qui font beaucoup de pubs, qui sont assez agressifs, et quand tu vois le matériel qui arrive, pouah, c'est pas. Déjà, souvent, c'est des modèles de l'étranger. Des fois, il y a des claviers qui sont pas bons, qui sont mal mappés, etc. Ça Donc, m'est arrivé aussi, ouais. faut être quand même super vigilant à tout ça, quoi. Non, tout à fait. Et ça m'est pas arrivé, mais c'est arrivé à des gens que je connais, il faut le dire. Et il faut dire, moi j'ai pas de problème à dire que Back Market, notamment, qui a pignon sur rue, parfois fait mal son travail. Voilà. En revanche, le reconditionné Apple peut Oui. être une bonne solution. Et je te rejoins sur le Neo. François fait la grimace. Il faudra qu'il nous explique après pourquoi. Oui, sur le Neo. Juste pardon, sur le Neo et sur le swap, c'est là où le 512 en fait fait une vraie différence, parce que 256 de plus en plus c'est pas assez, même pour faire du web. Encore une fois, on sait pas ce qu'on installe, mais souvent 256 on peut être assez rapidement à l'écran. Chrome dernièrement a besoin de 20 gigas supplémentaires parce qu'en fait t'installes Chrome et t'installes de l'IA avec, alors du coup ça te remplit ton truc. T'as fait la grimace, François, dis-nous pourquoi. Sur Apple et reconditionné. Alors déjà, il y a deux choses. Le premier, c'est que l'Apple reconditionné, les tarifs sont quand même pas non plus hyper bas. Et puis moi, j'ai eu une expérience hasardeuse, mais je pense que j'ai pas eu de chance, hein. Le fameux MacBook Pro M1 dont je vous parle, M1 Max, 64 Go de RAM, la grosse config, je l'ai reçu, et un mois après, il partait un SAV pour un changement de carte mère, quoi. Donc voilà, ça arrive, mais clairement. Attends, dis-nous, je sais pourquoi. Toi, tu l'as acheté chez Renault. Non, il a été acheté chez Apple, normalement. Et en fait, je l'ai reçu, je suis parti en vacances, je suis revenu, je l'allume, et au bout d'une heure, il s'éteignait. Même pas 10 minutes, il s'éteignait. Il me faisait alors pas un kernel panique, mais voilà. Mais après, ça peut être une bonne alternative, mais honnêtement, aujourd'hui, quand on voit les promos qu'on peut avoir sur Amazon, par exemple, je trouve que le refurb a perdu un poil de son intérêt quand même, quoi. Moi, mon rêve, ce serait qu'il y ait un refurb éducation. C'est-à-dire les refurbs avec les remises éduques en plus, quoi. Ça, ce serait sympa, mais ils le feront jamais. Alors je fais pas la pub du refurb, faut juste dire quand même aux gens qui savent pas, tu as pu changer ta carte mère gratuitement au bout d'un mois parce que justement Apple Refurb fait l'extension garantie Apple, et donc ça s'est fait vite et ça t'a rien coûté. Je fais pas de la pub, mais voilà, c'est quand même c'est aussi pour ça que tu payes, c'est sûr. Et puis comparé à Back Market, il n'y a pas photo, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai pris un Apple Car dessus en me disant que généralement, un ordi qui a une tuile, il n'y en a pas qu'une. Voilà. Ça me permet de pivoter en partie sur l'iPhone. On reviendra, je pense, sur les Mac, mais j'ai quand même envie de pivoter parce qu'on a beaucoup parlé d'Amazon, mais il y a aussi Rakuten. Alors, qui va fermer, le truc. Alors, j'ai pas compris ce qui allait se passer. J'ai entendu que Rakuten France allait fermer, mais est-ce que le site français allait fermer avec?
Oui, oui, tout A ferme. priori, Ah, tout oui. ferme. C'est bien dommage. Alors, c'est peut-être aussi pour ça, j'ai une copine qui vient d'acheter. Alors, ça va peut-être faire bizarre à certaines personnes. Elle vient d'acheter un iPhone 17. On est au mois d'août. Eh ben, Elle a acheté un iPhone 17. Mais pourquoi elle a acheté un iPhone 17? Parce que sur Rakuten, il était à 730 euros. C'était à peu près le prix de l'iPhone 17e au lieu de 969 euros prix catalogue. Et elle passe d'un iPhone SE, SE, j'ai bien dit, pas 16E, à ça. Et je lui ai dit, écoute, là, c'est même moins cher que des prix de reconditionnés, etc. Ce sera neuf. Et donc, vas-y, shoot. Et comme elle garde les iPhones longtemps, il n'y a pas de problème. Donc, si vous trouvez aussi une bonne occasion de ce genre-là sur Rakuten, bah, juste avant qu'il ferme, c'est peut-être aussi un bon truc. Mais ça, c'est voilà. On ne le dira jamais assez, l'iPhone 17 est le meilleur iPhone d'entrée de gamme, entre guillemets, Depuis conçu par longtemps, ouais. Apple depuis très 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 Ouais, longtemps. c'est vrai. Absolument. Mais alors donc, revenons sur les ordis. Alors, MacBook Neo, avec ce qu'on a dit, c'est l'occasion. Il y a ça aussi. Moi, je trouve que l'occasion, c'est une bonne quelque chose à considérer. Notamment, alors parce que le prix des Mac a augmenté pas mal. Alors, François, tu nous as fait un petit tableau comparatif. Je vais te laisser le décrire. Mais du coup, jusqu'à poser pour moi la question, jusqu'à où monter et surtout, pour qui? C'est-à-dire que plus on monte, plus donc forcément, c'est vraiment une pyramide pour moi très pointue. C'est-à-dire qu'un MacBook Pro aujourd'hui, je le conseille quasiment plus jamais à personne. Donc moi, j'aimerais bien qu'on arrive à me dire à quoi ça sert. Belle question. Donc juste on va prendre les prix publics comme ça au moins on sera carré. En moyenne, sur un entrée de gamme, il y a en gros entre 100 et 100, on va dire 110 € d'écart entre le prix public et le prix éduc. Et des fois on les trouve sur Amazon. Allez, on a des promos entre 100, 150, voire un peu plus de 100 € même des fois, voire beaucoup plus d'ailleurs sur les MacBook Pro en particulier. Moi clairement aujourd'hui, on l'a dit, disons une utilisation lambda assez poussée, MacBook Neo suffit amplement. Si on a envie d'aller un peu plus loin, je pense clairement que partir sur du MacBook Air, c'est aujourd'hui une réponse pertinente. Il y a la question de la taille. Alors là-dessus, il y a toutes les écoles, quoi. 13, 15, il y a quand même 300 € d'écart entre le MacBook Air 13 pouces et le MacBook Air 15 pouces, avec juste une petite différence. Alors on va pas faire trop technique parce que je le rappelle, on a dit qu'on ferait pas trop technique. Sur un ordinateur, vous avez le processeur, en gros la partie, on va dire, qui fait tourner les calculs et compagnie. Et vous avez les processeurs graphiques qui sont là pour afficher grossièrement, je caricature énormément, mais l'image, gérer la vidéo. Des fois, il y a certains calculs. Quand on fait du montage vidéo, ça bascule sur ce qu'on appelle le GPU. Sur le MacBook Air d'entrée de gamme, il y a 2 GPU de plus sur le 15 pouces que sur le 13 pouces. Donc en fait, on compare deux modèles qui sont pas vraiment tout à fait les mêmes. Moi, je sais pas 13 ou 15. Le 13, j'en ai eu un, c'est vraiment une super machine, hyper portative. C'est vrai que c'est hyper légère. Moi, le 15 pouces, il me fait énormément, je sais pas si ça vous fait pareil, mais pensez au MacBook Pro 15 pouces de l'époque Intel, en fait. J'ai vraiment l'impression de retrouver ce form factor tout fin, enfin tout léger, avec juste les Thunderbolt. Là-dessus, ça dépend des usages. Si vous êtes vraiment en mode transportable, clairement le 13 pouces pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui. C'est vraiment pratique. Si vous avez envie d'un grand écran, le 15 pouces, moi j'ai souvent conseillé aux gens en fait de plutôt prendre un 13 pouces et de prendre un écran externe un peu plus grand, genre un 27 pouces par exemple, et brancher le Mac à la maison sur un écran externe. Parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de l'ergonomie. Et c'est vrai que travailler sur un portable à longueur de journée, il y a un moment où ça peut faire mal au cou, ça peut faire mal au poignet aussi. Alors moi, c'est vrai qu'en ce moment, c'est mon cas. J'ai beau avoir souris ergonomique, clavier ergonomique, il n'empêche que les poignets, je sais pas pour vous, mais au bout d'un certain nombre d'heures, les poignets, ça travaille, quoi. Ouais. Donc moi, je conseille toujours plutôt d'acheter un MacBook Air 13 pouces avec un écran externe, souris clavier externe. Et quand vous rentrez à la maison, vous branchez le Mac à un écran externe et comme ça, vous avez un plus grand espace de travail plutôt que de partir sur un 15 pouces. Après, c'est mon avis. Et pour finir avec la question d'origine, MacBook Pro, aujourd'hui, honnêtement, sauf à vraiment avoir besoin d'un écran avec une qualité qui est quand même optimale, parce qu'on a des écrans qui ont un taux de rafraîchissement beaucoup plus élevé sur le 15 pouces, enfin sur le 14 et le 16. Et puis plus rapide. Mais pour le commun des mortels, aujourd'hui, quand on voit le prix des MacBook Pro, alors le MacBook Pro avec le processeur M5 classique, c'est 2199 €, 2200 €. Il y a quand même, allez, on va dire 500 € d'écart entre le MacBook Air 15 pouces et le MacBook Pro
je suis pas sûr que ça l'éveille pour la plupart des gens. Et puis on parle même plus des modèles Pro et des modèles Max, quoi, parce que là, Mmh. quand on voit le MacBook Pro 16 pouces Max, bah, il est à 5 000, plus de 5 000 €, quoi. Ce qui est assez délirant quand même, je trouve. J'y sais. Plein de choses dans tout ce qu'a tellement bien exposé François. J'ai testé le MacBook Air 15 pouces. Alors je vais dire tout de suite que je suis orphelin du MacBook Air 11 pouces. Donc ça me Ça pose le débat, effectivement. ça me catégorise. J'adore C'était toi. voilà, je suis pas seul. J'adore mon Il y iPad avait Pro 11 Jason pouces Snell, le avec journaliste américain, qui l'a utilisé exactement. beaucoup. Exactement, avec l'Apple Smart Keyboard, parce que justement j'aime cette diagonale-là. Moi, le 15 pouces, je sais pas quoi en faire. Il m'encombre les bras, je sais pas comment le ranger, j'ai peur qu'il tombe. Enfin, c'est voilà. J'ai testé, j'aime pas du tout. Et en effet, 300 € de différence. Achetez-vous un écran et un rehausseur. Alors les plus connus sont de Rand Design. C'est magnifique, c'est un bloc d'aluminium, c'est super beau. Amazon, comme souvent, a fait exactement la même chose pour 20 balles. Allez regarder Amazon Basics, ça penche en fait le MacBook Air, ça met l'écran à hauteur d'yeux, parallèle à votre écran. C'est bien pour la webcam, c'est super pour la Go pour le coup. Voilà. Et moi qui Donc vous oui, parle là, j'ai un MacBook, parce que j'ai un MacBook Pro M1 Pro depuis longtemps et qui est sur le côté, sur un rehausseur, et que je n'utilise que en ordinateur fixe en fait. Sur le MacBook Pro, alors, la notion de commun des mortels fluctue quand même. Non mais, Je Fabrice, parlais de tu Madame parlais- Michu, comme dans les écoles de journalisme. tu parlais de l'IA locale. Le commun des mortels, il va peut-être avoir envie de garder ces données. Alors, petit clin d'œil à nos amis de MacG qui ont fait un super dossier. J'avais dit que je le dirais pas, et puis je vais le dire quand même. Qui ont fait un super dossier sur l'IA locale, passionnant. Et en fait, quand le journaliste, quand l'expert explique ce qu'il en fait, c'est pour calculer son budget à distance. Alors pardon, mais moi ça m'a pas fait rêver de pouvoir C'était téléphoner un à mon IA pour dire exemple. pour dire j'ai acheté une douzaine d'œufs et du coup c'est génial, l'IA le met toute seule dans Excel et après ça calcule mon budget mensuel. Bon, ok, mais j'espère qu'on peut faire des choses un peu plus rigolotes, un peu plus sexy. Mais passons. Je comprends qu'il ait pas envie d'envoyer son budget à le bout de la terre, et donc le commun des mortels, il peut avoir besoin justement d'un processeur pro, d'un processeur max pour faire de l'IA plus vite, sans que le Mac tombe à genoux, même si c'est un portable. Ce qui est intéressant aussi, et on le dit pas assez, au départ, j'allais quand tu parlais François, j'ai dit ouais, mais enfin c'est quand même un pro. Mais en fait non. Ce qui est intéressant par rapport avec les Apple Silicon, c'est que justement les processeurs sont les mêmes. Donc quand t'achètes un MacBook Pro M5, c'est le même M5 que dans le MacBook Air. Donc ça sert à rien en fait, sauf si on veut, comme tu le dis très bien François, avoir un meilleur écran, parce qu'en effet les écrans sont de bien meilleure qualité, et le refroidissement est meilleur certes, mais le processeur c'est le même. Donc c'est intéressant de le savoir. Voilà, le MacBook Pro il est effectivement intéressant parce que lui, contrairement au MacBook Air, il a accès aux versions, j'ai plus leur nom, mais tu l'as très bien M5 François. Pro, M5 Max, Voilà, des processeurs. Pro et Max, M5 Pro, etc. Qui là, ne font une revenons vraie pas différence. sur la stupidité du nommage du MacBook Pro, Voilà, M5 non, Pro Max, machin. non, mais revenons sur le fait qu'en effet, à des gammes de prix supérieures, mais là on est sur des machines qui sont faites pour durer et faites pour des tâches spécifiques et vraiment plus étendues. Alors c'est là où je dis que auquel le commun des mortels pourra avoir accès, mais il faut le savoir en achetant. Là, il y a une vraie différence. Mais pour le coup, le MacBook Air contentera a priori la majorité des usages. J'ai envie de dire même l'énorme majorité. Pour revenir sur Exactement. l'IA locale, j'ai envie de citer, parce que j'ai échangé avec lui et puis il en a parlé dans son podcast là, Apple différemment avec Audrey Coulot sur l'IA locale, parce qu'il fait beaucoup ça, il fait des tests, c'est son travail. Mais du coup, enfin, sa passion. Alors, je remercie beaucoup Matt parce qu'il fait des choses pour que nous on n'ait pas besoin de le faire. Et notamment, il utilise l'IA locale, il fait plein de trucs, etc. Sauf qu'il s'est retrouvé à un moment avec son dossier document mis en accès public sur GitHub, qui est un grand site de partage de données et on va dire de logiciels, quoi. Alors il s'en est aperçu, très bien, mais je trouve ça dingue.
parce que donc il a donné accès à une IA, je sais plus laquelle, c'est même pas important, à une partie de son ordi qui s'est retrouvée en accès public. Bah non. Et du coup, c'est même l'antithèse de l'IA locale. Oui, bah, Quand il pense, tu vois. Donc, moi, je vais attendre. C'est vrai que j'ai plutôt une tendance à être, à patienter un peu, à faire. On en a parlé déjà. Plus confiance à Apple pour des bonnes ou mauvaises raisons. Le débat reste ouvert, je veux bien. Mais l'IA locale de Siri, d'Apple, on le voit par exemple dans la retouche photo avec les nouveaux outils qu'il y a dans iOS 27 et macOS 27, etc. Ou quand tu fais de la gomme magique ou du calcul là, pour étendre les photos, tu as un mode normal et un mode plus, je sais plus exactement les termes. Le mode normal, il se fait en local, le mode plus, il se fait sur les serveurs d'Apple. Bon, pour moi, ça c'est clair. Il y a aussi un côté d'interface. J'ai même envie de dire que c'est un peu pareil que ce que tu décrivais, pardon, sur le Vision Pro. C'est clair, on comprend à peu près, en tout cas, on comprend mieux ce qui se passe et où ça va. Alors que là, se dire que si tu ouvres l'accès à ton ordi parce que tu penses que tu vas automatiser des choses formidables et que tes données se retrouvent en accès libre, heu quand il m'a raconté ça, ma première réaction, ça a été: «Mais donc, jamais! Je n'ouvrirai jamais, voire je désinstalle tout de suite». C'est quand même horrible. Voilà. JC, tu voulais ajouter quelque chose? Non, un point super important, c'est que ça arrive à Matt, qui est pas un perdreau de l'année, coucou Matt, et surtout que ça n'arrive pas Tu qu'aux voulais autres. dire, c'est pas gentil, perdreau de l'année. Tu voulais plutôt Non, dire, qu'il était un expert de la chose. non, mais oui, c'est ça, c'est ça que je veux dire. Non, mais non, pardon. C'est ça que je veux dire. Et surtout, en fait, il y a Pardon, Matt. non, mais non, surtout, non, il y a une, comment dire, il y a une tolérance aux médias au sens où on lit des trucs et on est un peu blasé. Euh, Mmh. On a tous lu il y a un mois, enfin tous les trois en tout cas, il y a un mois, l'IA qui avait supprimé un dossier GitHub ou machin, bon, et puis c'est loin, puis c'est aux États-Unis, puis c'est l'IA, c'est dangereux, puis ça fait peur aux gens, et puis juste ça arrive à Matt, quoi. Mmh. Et je trouve ça arrive à Matt en local, Mmh. et donc je trouve ça hyper intéressant parce que moi je suis un converti très très tardif à l'IA, Mmh. mais je m'y suis mis très très fort il y a un mois. Et je m'y mets là vraiment pas mal. Pas en local parce que pour le coup j'ai pas trouvé l'intérêt. Bon, je gère pas mon budget, comme vous l'aurez compris, hein, ceux qui écoutent le podcast. Mais voilà, et je trouve que ces piqûres de rappel là, à la limite j'en veux une par semaine, quoi. C'est vraiment important, il faut le dire. Mmh. C'est dangereux. Et alors je ferai un gros bémol sur Apple en fait. C'est que je suis d'accord avec toi et je l'ai dit aussi qu'on faisait plus confiance à Apple qu'aux Mmh. autres. Il y a un truc sur lequel je fais pas confiance à Apple, c'est ce qu'on appelle en bon français la granularité. Mmh. C'est-à-dire savoir ce qui se passe. Oui, oui, oui. Je ne sais pas comment est géré mon iCloud. J'ai eu des problèmes sur mon iCloud depuis des années, je les ai jamais récupérés. Et c'est pas faute d'avoir demandé, et Ouais, c'est ouais. pas faute de connaître des gens. Il y a un côté boîte noire chez Apple, je peux vous assurer que si votre dossier document se trouve dans la nature parce qu'il était sur iCloud, vous n'aurez aucun recours. Ouais, il y aura pas d'aide. Non, ça, L'avantage, c'est que ça arrivera à des millions de personnes. Donc Apple va faire oups et va le corriger. Et comme par magie, ils auront un backup et vous les auront récupérés ou pas. Et ça, voilà. On fait confiance à Apple, mais on fait complètement confiance à Apple. Et je dirais, pour employer une expression bien française, on fait confiance aveuglément à Apple. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Fin de la parenthèse. Non, t'as raison, je pense qu'on y reviendra sur ce genre d'aspect-là. Pour continuer sur les Mac, avant d'aborder, parce qu'on voulait aborder les iPads aussi, mais question pour vous deux, en fait. On a beaucoup parlé des MacBooks, donc des portables. Quid de l'intérêt d'un ordinateur de bureau? Et là, il se passe rien. Non, clairement, je pense qu'aujourd'hui, le seul intérêt d'une machine de bureau, moi je l'envisage comme une machine familiale. C'est le point central de la famille, c'est-à-dire que tu vas acheter un iMac ou un Mac mini, d'ailleurs plutôt un Mac mini avec un écran aujourd'hui, je pense. Bon, même s'il faut accepter de recevoir le Mac mini en 2032, mais
Je partirais plutôt là-dessus, parce que pour de l'individuel, c'est quand même pratique de pouvoir, tout le temps l'avoir avec soi. C'est vrai que le positionnement de base, c'était les étudiants, et c'est vrai que moi aujourd'hui comme machine, un ordinateur de bureau en fait, sauf une fois de plus avoir besoin de puissance éventuellement et partir sur un Mac Studio, mais bon pareil, livré dans 6 mois. En fait aujourd'hui, ça a perdu, tout son intérêt je trouve, parce que autant à une époque on disait fallait acheter un ordinateur de bureau parce que plus performant, parce que plus grande fiabilité et cetera. Aujourd'hui en fait, les Mac portables sont devenus tellement fiables, tellement costauds que voilà quoi, il y a pas trop de plus trop d'avis. D'ailleurs, c'est marrant parce que mon algorithme YouTube m'a sorti la vidéo de présentation du nouvel iMac au JT sur la sortie de l'iMac en 97, une vidéo de Lina, et c'était très marrant de voir ça parce qu'on voyait vraiment la révolution. Je ferme la parenthèse pour qu'on ne fasse pas trop long. Mais voilà, pour moi aujourd'hui, c'est ça les usages quoi. Oui, alors en plus, bon, on voulait se centrer sur les étudiants, donc je suis parfaitement d'accord. C'est vrai que je continue à avoir moi de temps en temps des envies d'iMac justement pour éviter pour limiter les Des câbles câbles. partout, ouais. Ouais. Mmh. Mais je me connais en même temps, c'est que de toute façon j'en rajouterai, donc je me retiens. Mais voilà, pour un étudiant, un portable, évidemment. Mais alors donc, abordons quand même un peu cet aspect-là, et quid de l'iPad? Est-ce qu'un étudiant, ça a besoin d'un iPad en plus ou en remplacement d'un Mac? Alors, pour ceux qui n'ont pas la couleur, il y a François qui fait non de la tête plusieurs fois. Alors, toi Non, que moi, pourtant, toi qui as un iPad Pro et qui en est très content, n'est-ce pas? Raconte-nous. Non, pour faire très simple, à la fac, on a pas mal d'étudiants qui sont passés à l'iPad, mais on a vu assez rapidement les limites de l'iPad. Je vais commencer par la limite principale, en fait, c'est que la plupart des applications développées sont pas des applications complètes. Moi, je vais prendre l'exemple, un étudiant qui arrive chez nous et qui arrive dans beaucoup d'universités, en fait, a directement un accès à Office 365 et donc la possibilité de pouvoir modifier des documents dans Word, Excel, PowerPoint, version iPad. D'accord? Ouais. Et en fait, les versions complètes, les versions ne sont pas complètes justement. Et c'est un peu sur le même principe que les Chromebooks. C'est-à-dire que ces versions-là, en fait, elles sont pas assez évoluées. Moi qui assure des cours en bureautique, je leur parle de feuilles de style, je leur parle de mise en forme, etc. Mmh. Et en fait, moi, j'ai une étudiante qui a présenté un dossier de validation de licence professionnelle. En fait, elle a imprimé le dossier, elle nous l'a envoyé. Moi, quand j'ai vu le dossier, je me suis dit, mais la mise en page, il y avait des sauts de pages, il y avait des pages vides, il y avait des paragraphes qui se répétaient et tout, quoi. Et donc, on l'a à l'oral, et l'oral, parfait, quoi. Et donc, je lui dis à la fin, mais j'ai une question, c'est la même personne qui a réalisé le dossier papier, l'oral, ou... Mmh. Et en fait, elle me dit, bah ouais, mais en fait, j'ai fait le dossier sur mon iPad, j'ai eu plein de problèmes, et du coup, la mise en page était pas bonne, quoi. Donc, pour moi, cet exemple-là, c'est la synthèse totale, c'est-à-dire que l'iPad, c'est une très bonne machine pour de la prise de notes occasionnelle, pour éventuellement du dessin, je pense éventuellement aux étudiants qui pourraient être ingénieurs, aux médecins, pour annoter des schémas et tout ça, ça peut être pratique. Mais faut pas oublier que l'iPad seul, sans clavier, c'est un peu naze, et qu'à partir du moment où on rajoute un clavier à un iPad, même des claviers plutôt entrée de gamme, on tombe sur un MacBook Neo, et moi je conseillerais plutôt d'acheter un MacBook Neo, quoi. Pour des gens qui auraient vraiment un budget, un iPad en outil secondaire pour de la notation et compagnie de schéma, de la lecture de PDF et autres, oui, mais je t'ai vu passer ta Kindle Scribe juste devant l'écran. Pour ce genre d'usage, en fait, à la limite, une Kindle Scribe, une Remarkable ou autre, ça peut faire le job aussi, et ça le fera sans doute mieux qu'un iPad, je pense, quoi. Donc moi, je déconseille l'iPad. JC? Pour ceux qui n'ont pas la couleur, j'ai dû avoir l'air des petits chiens à l'arrière des voitures quand François parlait d'Office iPad. C'est une catastrophe, Office iPad. C'est indécent. J'ai pas essayé, mais si ça tourne dans Safari sur iPad, il vaut mieux utiliser 365 web que cette merde infâme C'est qui est. quasiment la même version. En fait, c'est quasiment la même interface. Ça ressemble énormément. Voilà, non, c'est une cata, c'est une cata, c'est pour ça que j'ai commencé à utiliser. Alors moi j'ai un Mac Mini M1 pour reprendre ce qui se disait tout à l'heure, qui est un serveur, et je fais la prise de contrôle à distance sur mon iPad du Mac Mini M1 pour faire tourner Office, le vrai Office, sur mon Mac Mini M1, et ça marche très bien, parce que sur iPad c'est une catastrophe. Donc j'allais nuancer et dire oui, mais les étudiants aujourd'hui, ils ont plus l'habitude
d'habitudes tactiles. Faut pas oublier qu'on ait des habitudes de Mac et que machin. Mais en fait, merci François de me corriger. Si vous utilisez Office, l'iPad, non. C'est juste pas possible. Et en effet, même un iPad Air ou même un iPad entrée de gamme avec le clavier tutoie le prix du MacBook Neo. Donc pourquoi en fait? Ça ne sert à rien. Donc malheureusement, et vous savez que je suis un grand défenseur de l'iPad, notamment parce qu'il a une diagonale de 11 pouces, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est pour des gens qui ont de l'argent et qui ont envie d'avoir plusieurs machines. Si c'est votre seule machine, non, c'est pas possible. C'est trop limité. Et vous allez, les étudiants, ils font pas ça par plaisir, ils font pas ça parce qu'ils aiment ça, ils font ça parce que c'est un outil. Et donc vous allez vouloir prendre la machine qui est la plus ouverte et la plus polyvalente. Et ça s'appelle un Mac, c'est pas un iPad. Ça sera jamais un iPad. Enfin, c'est pour l'instant pas un iPad en tout cas. Oui, c'est intéressant. Alors, je suis assez d'accord. Et alors, juste un petit point de comparaison et d'information. Ma fille est étudiante et elle utilise un iPad pour prendre des notes justement et ça lui va bien. Elle utilise l'application GoodNotes. Elle prend ses notes en cours plutôt que d'avoir un clavier parce que ça fait du bruit, même si le pencil sur un écran ça fait tac 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 et on sait. Moi j'aime pas ça, mais elle ça lui convient bien pour prendre des notes manuscrites. Elle avait essayé le Scribe, ça lui convenait pas. À l'époque c'était un peu lent. C'est vrai que c'est pas. Et puis elle avait besoin de la couleur. Il n'y avait pas encore le Scribe couleur que j'ai évoqué ici aussi. Mais très clairement, elle a aussi un Mac, bien sûr. C'est en franglais, on dirait un preneur de notes glorifié là. Voilà, c'est vraiment un carnet de notes qu'elle peut organiser à peu près comme elle veut. Elle avait plus aussi en termes d'autonomie, non, c'était très bien. C'est à peine suffisant, mais là où elle est, il y a des prises électriques à chaque bureau, donc elle peut brancher son iPad quand elle a des cours toute la journée. Et elle écrit à la main, ça lui va bien. Et notamment les prises de notes, elle fait une école d'ingénieur et il faut faire des fois des flèches, des machins. Il y a des équations mathématiques, etc., etc. Là, prendre des notes sur un Mac, quand tu es en train de prendre des notes, tu peux pas faire ça. Voilà, sur un Mac. Mais c'est là où je rejoins. En gros, bah il faut les deux. Donc s'il faut choisir, à ce moment-là, le Mac me paraît indispensable. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On y reviendra sûrement, mais en tout cas, on espère qu'on aura donné quelques éléments aux nombreux étudiants qui nous écoutent naturellement, ou à leurs parents, c'est selon. On va passer, alors vous savez bien que j'aime bien dire ça, à la rubrique que le monde entier nous envie, la rubrique On s'en fout. Et ce que j'ai sélectionné cette semaine, c'est le fait que OpenAI et Google ont annoncé à peu près au même moment qu'ils avaient atteint 1 milliard d'utilisateurs. Et je suis sûr que, enfin voilà, je souligne, on s'en fout complètement, grand bien leur fasse. En plus, ils calculent pas la chose de la même manière. Ce qu'on leur demande, c'est de faire des bons produits, c'est pas qu'ils soient utilisés par le monde entier. Un commentaire? Bah c'est pas le cas en fait. Ils font pas de bons produits. C'est ça le commentaire. Et moi, je me permets de vous renvoyer vers une vidéo, je sais pas si vous l'avez vue, si vous connaissez la chaîne NoTech. Oui. Ils ont fait une vidéo sur l'éclatement de la bulle IA qui est sortie il y a quoi? Il y a une semaine, je sais pas si vous l'avez vue. Si vous Ouais. l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir parce que je la trouve hyper intéressante. Alors je dis pas que tout ce qui est dit dedans est vrai et va se produire, mais voilà, je trouve qu'il y a des analogies avec l'éclatement de la bulle internet. Enfin, il y a pas mal de petites choses intéressantes et surtout ça permet de comprendre un peu les rouages aussi et les montages qui sont quand même particulièrement alambiqués. Absolument. Allez, Fenêtre sur Tech épisode 4, c'est fini. Alors avant de terminer, je voulais faire des petits points sur nos commentaires. Je voulais déjà parler d'un signe important de notre existence. Je suis très fier parce que nous avons eu droit à notre première note 1 étoile, sans commentaire. Mais je pense que c'est un vrai signe que nous existons vraiment parce que on plaît pas à tout le monde et c'est bien. C'est une parole de Coluche qui m'avait frappé il y a longtemps. Donc c'est encore une référence pour les vieux, je m'excuse, mais qui disait, je crois dans une chanson: «J'ai l'avantage d'être détesté par la moitié». Alors j'espère que pour nous ce sera pas la moitié, mais le fait que certains trouvent que ce qu'on fait c'est pas bien, ça veut dire qu'on a un ton, un style, une opinion, quelque chose, et ça me va bien. Et j'espère que cette personne-là aura quand même envie de continuer à nous écouter et que peut-être il ou elle pourra changer d'avis. C'est ce que je souhaite. Mais alors,
A contrario, heureusement, vous avez été plusieurs à nous laisser 5 étoiles avec des commentaires et continuez, ça fera remonter la moyenne. Et certains l'ont fait déjà. Un grand merci à Rodolphe G, à Seb 21 380 et à Phil 75 017. Je commence par le commentaire de Seb qui nous dit « Bonjour à vous, content de vous retrouver et au top, ne changez rien. » Merci. Je crois que c'est ça qu'on va faire parce que ça nous plaît comme ça, alors on va continuer. Merci. Exactement. Le commentaire de Rodolphe qui contient une question. Allez, on va essayer d'y répondre aussi rapidement. Bonjour à tous les trois, dit-il. Un super podcast très enrichissant. Et puis pour Fabrice, plus spécifiquement référence à l'épisode 2, une idée d'appareil avec un stylet ultra simple hors iPad pour des notes manuscrites et des tâches adaptées à un novice en technologie. Alors, je suis embêté avec ça parce que un appareil qui permet de prendre des notes pour pas cher, alors là, le moins cher, c'est donc le carnet et papier. Alors la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est que en plus j'évoquais ça avec le Kindle Scribe ou Scribe, pardon. C'est quand même que c'est cher, sauf que on trouve encore la première version du Kindle Scribe qui déjà donc neuf à l'époque ça coûtait 350 € et on peut en trouver peut-être d'occasion pour s'y essayer. Ça marche encore très bien. Il y a encore des mises à jour logicielles sur la chose et donc on peut trouver ça peut-être pour un peu moins cher. Et je pense que c'est un bon moyen pour commencer parce que les autres tablettes à encre électronique genre Remarkable que tu as évoqué tout à l'heure, JC, et puis il y a Supernote, et puis il y a Books, etc. C'est souvent plus cher. Les trucs Books, je trouve ça un peu complexe en interface et pas forcément abouti. Donc c'était la réponse. Je repense aussi à autre chose. J'étais en train de regarder sur mon iPhone pour éviter de faire du bruit avec mon clavier, parce qu'il y a une vraie gamme Remarkable. Ouais. Et donc je regardais les prix que j'ai pas en tête. Mais il faut regarder. Et alors il y a un autre truc. Les plus anciens s'en souviennent, mais j'ai vu que ça revenait à la mode. C'est les stylos intelligents. Tu te souviens, Fabrice? On avait ça il y a début 2000. C'était notamment Nokia qui faisait ça. C'était un stylo en fait un peu gros et qui en fait prenait en photo votre écriture et qui après le ressortait en fait en PDF. Ça existe aujourd'hui avec maintenant évidemment une couche d'IA avec des reconnaissances beaucoup plus performantes, ainsi de suite. J'ai pas testé, mais c'est ton idée de carnet qui m'y a fait penser. Ça peut être une voie médiane. Je crois que c'est moins cher qu'une tablette. Pour notre éditeur novice, ça peut être un truc. J'ai pas testé. Comme tu disais, on y reviendra peut-être un autre jour. C'est intéressant. Voilà, je crois qu'il y avait Moleskine aussi qui faisait oui, exactement. C'est exactement ce que j'allais vous dire. En fait, c'est que j'ai souvenir d'avoir une stagiaire en fait qui avait un petit carnet où elle notait. Elle avait un QR code en bas de la page et en fait, elle pouvait scanner le QR code et la page et ça remontait directement sur l'outil de gestion de notes. Ça a l'air assez évolué, mais ça peut être une piste pour un sujet à venir pour essayer de trouver une solution pas trop chère et fiable surtout. Merci les copains parce que du coup ça fait des réponses supplémentaires. J'invite le ou les auditeurs qui auraient testé ça aussi à nous faire des retours d'usage. Je crois que ça peut être vraiment intéressant. Moi j'ai jamais testé ça et parce que c'est vrai dès que ça touche un peu du papier, moi j'aime pas trop ça, mais c'est mon réflexe en tout cas, mais qui est donc pas assez ouvert. Donc ça m'intéresse. J'avais testé le Nokia il y a 25 ans, c'était une horreur. Mais l'idée était mais il y a 25 ans. Allons. Et je continue avec le commentaire de Rodolphe. Je reprends pour JC spécifiquement 100% d'accord. La plage, c'est essentiel. Voilà. J'espère que Rodolphe sera content. Du début de Absolument. Je partage, continue-t-il à dire, tellement la galère pour trouver des astuces et troquer mon iPhone contre l'Apple Watch ou autre, une vraie histoire sans fin. En tout cas, merci pour votre énergie. Changez rien. C'est ce qu'on va faire. On continue. Aussi, donc, Phil 75017 qui nous a mis 5 étoiles sur Apple Podcast et qui nous dit « Je suis venu grâce à Matt le Canadien », nous dit-il entre guillemets, et c'est un podcast qui démarre vraiment bien. Continuez. Et je remercie de nouveau Matt qui a parlé de nous dans son dernier épisode d'Apple Différemment. Merci encore Matt d'être un de nos fans favoris. Et puis on a reçu un
courrier aussi d'un Philippe. Je suppose que c'est le même que celui qui a eu la gentillesse de nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, et qui nous dit la chose suivante. C'est aussi un retour que je trouvais intéressant. Donc, il nous dit: je viens de découvrir le podcast et j'aime bien le ton. Bah, merci beaucoup. Dans le premier et deuxième numéro, vous posiez la question: à quoi sert un iPad? On a un peu évoqué ça aujourd'hui. Ma réponse serait, dit-il, à tout et à rien. Alors, heureusement, il développe un peu parce que sinon, bon. Mais surtout, à tout, dit-il, toute la journée pour le travail ou les distractions, les vidéos, la lecture du journal ou les livres. Quand j'ai besoin de plus avec Microsoft, point d'exclamation, dit-il. Alors, je pense qu'on a commencé même à répondre à cette question-là avec vos commentaires à vous deux, c'est rigolo. Je reviens au Mac. Eh oui, exactement. Certes, je ne fais pas de vidéos compliquées, juste un peu de screencasting pour mes étudiants. Et là, c'est vrai, je reprends le Mac de nouveau. Mais longue vie à l'iPad quand même. Peut-être aurons-nous le droit à un Mac à un écran tactile et détachable, mais à quel prix? Ça, c'était une belle question également. Et il nous souhaite de bonnes vacances et il espère nous retrouver à la rentrée. Avant de nous quitter, dernier sujet d'importance, je voulais faire un gros bisou d'anniversaire à JC qui vient d'avoir 50 ans il y a 2 jours. C'est quand même important. Alors voilà, bon anniversaire JC. Très content de pouvoir te le souhaiter en direct ou presque à tout le monde. T'es en super forme pour tes 50 ans, bravo. Merci, Bon anniversaire. merci. J'ai oublié, Merci. tu nous l'avais dit avant et j'ai oublié, je t'ai même pas envoyé de message, la honte. Non, mais c'est juste que voilà, c'est un cap difficile, alors c'est un cap difficile, alors je suis content de le passer avec vous. On va souhaiter bonnes vacances à ceux qui peuvent en prendre. J'espère qu'elles seront bonnes. Et, bonnes vacances, Fabrice. Merci beaucoup. Je vais pas tarder à partir après justement l'enregistrement de cet épisode. Mais nous serons absolument de retour à la rentrée. Et donc, d'ici la prochaine, on ferme.